Peu de gens ont eu l'honneur de poser le pied sur le sommet du monde, le plus haut sommet montagneux de la planète. Malgré le voyage problématique, parsemé de terrains escarpés, de conditions climatiques difficiles et d'une atmosphère raréfiée, des grimpeurs venus des quatre coins du globe affluent vers la chaîne himalayenne, attirés par le prestige et la gloire que représente la conquête de l'Everest, malgré le risque d'y perdre des membres ou même la vie. Les récits de mort sur ces pentes sont des leçons précieuses pour toute âme aventurière qui ose s'engager dans cette quête vertigineuse. Une leçon terrible a été apprise par ces 5 grimpeurs qui ont tenté l'ascension et ont trouvé la mort sur le mont Everest. Histoire 1. Élevant son corps à 29 032 pieds au-dessus du niveau de la mer, Jason Kennison ressentit la piqûre de l'air raréfié au sommet de l'Everest. Des bouffées de vapeur blanche s'échappaient de ses lèvres tandis qu'il contemplait le spectacle époustouflant qui se déployait devant lui. L'immensité des sommets recouverts de neige dans l'Himalaya semblait s'étendre à l'infini, et la fierté d'avoir atteint de telles hauteurs le remplissait d'un profond sentiment d'accomplissement. À 40 ans, l'ascension de Jason vers le sommet du mont Everest revêtait pour lui une importance bien plus grande qu'une simple aventure de montagne. En se remémorant l'année 2006, un accident de voiture l'avait laissé paralysé. Les médecins lui avaient annoncé la terrible nouvelle qu'il ne marcherait jamais plus. Cependant, plutôt que de laisser cette tragédie le définir, Jason choisit un chemin d'incroyable détermination et de persévérance. Contre toute attente, il retrouva la capacité de se tenir debout et de marcher. Au sommet du plus haut pic du monde, l'accomplissement de Jason représentait bien plus qu'un exploit physique de conquête de l'Everest. C'était le symbole d'une victoire sur l'adversité, un témoignage de sa résilience. Il s'était fait un serment solennel de ne pas se contenter d'utiliser ses jambes pour des raisons personnelles, mais de les employer pour un but supérieur, gravir la plus haute montagne de la planète. Son expédition de mai 2023 vers le sommet himalayen n'était pas qu'une simple conquête personnelle. Jason avait gravi avec une mission en tête, lever des fonds pour une œuvre caritative, en particulier pour les blessures de la moelle épinière en Australie. Cette cause occupait une place spéciale dans son cœur et grâce à son ascension, il espérait inspirer les autres par son récit de résilience et l'esprit indéfectible qui l'avait conduit jusqu'au sommet. Avant de tenter l'ascension, Jason passa 6 semaines au Népal, s'acclimatant aux conditions climatiques rigoureuses et se préparant pour la montée difficile qui l'attendait. À ses côtés se trouvait Dawa Steven Sherpa, le patron d'Asian Trekking, chargé de superviser l'ascension de Kennison ainsi que le reste du groupe. Les semaines de préparation étaient essentielles, compte tenu des conditions problématiques auxquelles ils allaient faire face. Alors qu'ils s'élevaient depuis le camp de base, les vents violents et les conditions climatiques difficiles rendaient l'ascension ardue, même pendant la saison printanière de l'escalade sur l'Everest. Les pentes recouvertes de neige et les falaises dangereuses mettaient le groupe à l'épreuve, mais des protocoles stricts et un équipement adéquat les aidaient à progresser. Finalement, le 19 mai, le groupe atteignit le sommet. La vue à couper le souffle depuis le haut semblait être la récompense de leur détermination. Jason se tenait sur le point le plus élevé de la Terre, fier et comblé, mais une inquiétude s'insinua dans son esprit. Alors qu'ils célébraient leur réussite, Jason commença à ressentir un mal de tête lancinant. Des nausées et un essoufflement suivirent, rendant ses mouvements désordonnés. Le Sherpa, remarquant le malaise de Jason, se précipita à son secours. Avant qu'il ne puisse redescendre, Jason devint inconscient. Avec un effort considérable, le Sherpa réussit à conduire Jason à un endroit connu sous le nom de « Le Balcon », un point de repos pour les grimpeurs situé à environ 27 600 pieds, soit 8 400 mètres. Conscient des difficultés que posait la descente avec un grimpeur inconscient et des bouteilles d'oxygène presque vides, le Sherpa prit une décision difficile. En tête du groupe, ils redescendirent vers le camp 4 afin de reconstituer leurs réserves d'oxygène et de se préparer pour une mission de sauvetage. Cependant, le vent et le temps devinrent plus rudes, rendant un retour immédiat au balcon impossible. Coincé à une altitude inférieure, le groupe ne pouvait que patienter. Impuissant, alors que l'état de Jason se détériorait. Prisonnier d'une situation désespérée, sans espoir de sauvetage immédiat et avec un mal de l'altitude qui s'intensifiait, Jason rendit son dernier souffle au balcon. Son corps gisait sur les froides cimes enneigées du mont Everest, rejoignant les 16 autres décès confirmés de la saison d'escalade printanière de 2023. La nouvelle de la mort prématurée de Jason parvint à sa famille et à ses amis, qui pleurèrent sa perte. Pourtant, au milieu du chagrin, il n'y avait aucune remontrance. Ils reconnurent que Jason avait vécu une vie entière et avait accompli l'objectif qu'il s'était fixé. Il avait atteint le sommet de l'Everest, mais la descente lui avait échappé. Histoire 2.
L'air frais et vif pénétra les sens de Peter Swart alors qu'il se réveillait en sursaut le 24 mai 2023. Au lieu de la chaleur douillette de son chez-lui à Vancouver, au Canada, il se retrouvait sur les pentes glaciales du camp 4, perché à des hauteurs vertigineuses sur le sommet du monde, le mont Everest. À 63 ans, Peter, anesthésiste aux hôpitaux UBC et Vancouver General, s'accrochait à une détermination inflexible pour conquérir le sommet de l'Everest. Nourri par une profonde passion pour l'aventure et un esprit indomptable, son rêve de toute une vie semblait enfin à portée de main alors que la saison d'escalade printanière de 2023 battait son plein, promettant des défis à la hauteur de ses ambitions. Guidé par Madison Mountaineering, un service renommé pour les expéditions en montagne, Peter se préparait pour l'ultime étape de son voyage. Le camp 4, se dressant à une altitude redoutable de 26 247 pieds, soit 8 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, marquait la dernière pause avant que les grimpeurs ne lancent leur ultime assaut sur le sommet tant convoité. L'air à ces hauteurs manquait d'oxygène vital, et Peter ressentait qu'il y avait quelque chose d'anormal à son réveil. Un mal de tête lancinant, des vagues de nausées et une lutte pour respirer révélaient les conditions impitoyables qu'il devait affronter. Bien qu'il soit proche de réaliser son rêve de toute une vie, Peter était conscient des avertissements que son corps lui envoyait. Alors que les vents glacés hurlaient autour du camp 4, Peter devait faire un choix crucial. Il pouvait continuer à avancer, poursuivre son rêve, ou écouter les murmures du danger qui flottaient dans l'air raréfié. La montagne, silencieuse mais impitoyable, se tenait devant lui, et Peter luttait avec la décision qui pourrait façonner son destin pour toujours. L'ascension incessante l'avait amené à la limite, et l'altitude implacable commençait à prendre son tribut. Bien que son corps soit résilient, il commençait à protester. Chaque pas vers le sommet semblait plus lourd, l'air plus rare, et le rêve qui l'appelait semblait s'éloigner de plus en plus. Avec un cœur lourd, Peter prit la difficile décision de redescendre et de se diriger vers les camps inférieurs. Il visait le camp 2, où un hélicoptère l'attendait pour un rapide trajet vers l'aide médicale la plus proche. Cependant, la descente reflétait la montée difficile, avec des conditions météorologiques sévères, des vents violents et un terrain traître qui ralentissaient chacun de ses pas. Alors que Peter redescendait vers le camp 3, la situation se détériorait. La respiration devenait un véritable combat, la nausée frappait plus fort et ses muscles criaient de fatigue malgré la descente. Ses mouvements, autrefois réguliers, commençaient à devenir instables et maintenir son équilibre devenait de plus en plus difficile. Les respirations devenaient imprévisibles et des vertiges l'enveloppaient. Mais Peter avançait se convainquant que le camp 3 n'était qu'un peu plus loin. L'espoir le soutenait, croyant que de l'aide l'attendait au 3e camp. Mais la montagne, froide et indifférente, avait d'autres projets. Le corps de Peter succomba aux éléments cruels de la montagne. Ses yeux fatigués fixèrent la distance apparemment courte jusqu'au camp 3, mais l'obscurité s'empara rapidement de sa vision. La conscience s'éclipsa lentement, et Peter fut progressivement submergé par un mal aigu de l'altitude. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il perde complètement le contrôle de sa descente, tombant dans l'étreinte impitoyable de la montagne bien avant d'atteindre le refuge qu'il cherchait désespérément. Au sein de l'étreinte implacable de l'Everest, un arrêt cardiaque saisit Peter, un autre malheureux victime des défis vertigineux de la montagne. Inanimé, il gisait sur le terrain froid et aride, rejoignant d'autres qui avaient osé affronter la puissance redoutable de la montagne. Leurs histoires résonnaient dans les cimes glacées, un témoignage des triomphes et des tragédies écrites dans la neige et les rochers de l'Everest. Alors que ses proches pleuraient le décès de Peter, le regret était absent de leur cœur. Il avait vécu pleinement, poursuivant ses rêves avec un esprit indéfectible. Face à la puissance de l'Everest, Peter trouva sa fin. Pourtant, son parcours demeurait un témoignage de l'esprit humain indomptable qui pousse les individus à conquérir même les plus hauts sommets, quel qu'en soit le prix. Histoire 3. Les vents glaciaux hurlaient à travers les sommets déchiquetés du mont Everest, alors qu'Unjima Tenji Sherpa se tenait sur les pentes glacées de la cascade de glace du Khumbu. Le poids de la charge sur ses épaules pesait lourdement contre lui, mais son visage marqué par les ans ne trahissait aucune marque de fatigue ou d'effort. Les Sherpas, un groupe ethnique originaire des régions montagneuses du Népal, étaient renommés pour leur expertise dans l'art de l'alpinisme. Njima Tenji, à l'âge de 38 ans, était déjà considéré comme un vétéran dans ce domaine, ayant atteint le sommet de l'Everest à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Les Himalayas, avec leurs sommets majestueux et leurs terrains traîtres, étaient le foyer de ces personnes résilientes.
Les Sherpas étaient connus pour leur endurance exceptionnelle à haute altitude, leur force physique impressionnante, ainsi que leur connaissance intime des paysages montagneux. Beaucoup d'entre eux travaillaient comme guides, porteurs ou membres du personnel de soutien pour les grimpeurs tentant de conquérir les redoutables sommets de la région. Le 14 avril 2022, Ngima Tenji entreprit une nouvelle ascension de l'Everest. Portant une charge lourde sur son dos, il traversait la neige, la glace et les rochers aiguisés avec la facilité de quelqu'un qui était devenu un avec la montagne. Son parcours était devenu une routine, une tâche familière consistant à transporter des matériaux et des fournitures vers le camp 2. Son chemin le menait près d'une zone connue sous le nom de terrain de football dans la cascade de glace du Khumbu à 17 999 pieds, soit 5 486 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malgré le fait que la cascade de glace du Khumbu soit l'une des étapes les plus dangereuses de la route du col sud vers le sommet, le terrain de football était considéré comme relativement sûr. De nombreux Sherpas choisissaient cette voie en raison de ses meilleures conditions. Ngima Tenji faisait partie d'un groupe d'environ une douzaine de travailleurs en haute altitude de l'IMG, transportant des charges du camp de base de l'Everest vers les camps 1 et 2. Il se préparait en ce jour-là à construire l'installation du camp 2 de l'expédition. Équipés et avec des tâches en tête, les Sherpas montaient avec un objectif clair. Les premières minutes de l'ascension de Ngima Tenji étaient sans événement alors qu'il avançait avec une précision calculée. Cependant, alors qu'il approchait du camp, une vague soudaine de nausées l'envahit. Il s'arrêta net, sentant sa respiration devenir laborieuse. La panique s'installa alors que sa vision se brouillait et il se retrouva seul sur les pentes désolées de la montagne. Tentant de poursuivre son chemin, Ngima Tenji se sentit de plus en plus léger de tête. Ses mouvements devinrent erratiques et il eut du mal à maintenir sa coordination. Désespéré d'obtenir de l'aide, il regarda autour de lui mais ne vit personne. Se sentant nauséeux et épuisé, il s'assit, toujours chargé de son sac à dos, espérant que le repos lui permettrait de retrouver ses forces. Le temps passa, mais sa respiration devint de plus en plus erratique au lieu de s'améliorer et le monde autour de lui semblait tourner. S'effondrant tout en restant assis, Ngima Tenji Sherpa devint une nouvelle victime de la maladie de l'altitude sur les pentes glacées du mont Everest. Son corps sans vie fut découvert aux alentours de 4 heures du matin, heure locale, une silhouette solitaire à côté du sentier, toujours portant le sac à dos qui avait été son compagnon constant. Bientôt, des hélicoptères arrivèrent pour transporter ses restes hors de la montagne. Les premières investigations ne révélèrent aucun signe de maladie, de chute, d'avalanche ou de traumatisme. La mort de Ngima Tenji Sherpa fut attribuée à la maladie de l'altitude, silencieuse et mortelle, qui a emporté la vie de nombreux autres sur l'Everest. Il était ironique qu'un guide aguerri, qui gagnait sa vie en guidant d'autres à travers la chaîne de montagnes la plus périlleuse de la planète, trouve sa fin en faisant exactement cela. Environ un tiers des décès sur l'Everest concernent des guides et des porteurs népalais, soulignant les immenses risques qu'ils prennent pour réaliser les rêves de nombreux grimpeurs payants cherchant à conquérir le sommet le plus élevé du monde. L'histoire de Ngima Tenji Sherpa servit de triste rappel de la nature impitoyable de l'Everest et des sacrifices consentis dans la quête de son sommet. Histoire 4. Christopher John Kulisch se tenait sur les pentes du mont Everest, son corps de 62 ans faisant face au soleil levant lors du 27 mai 2019. L'ascension à couper le souffle se déroulait devant lui, une expérience surréaliste surpassant tout ce qu'il avait pu vivre auparavant. Ce moment marquait l'accomplissement d'un rêve de toute une vie pour cet avocat américain, celui de gravir et de conquérir le sommet majestueux du mont Everest. Ayant célébré son 62e anniversaire en avril de cette même année, Christopher s'était engagé avec détermination dans ce défi redoutable. Son objectif allait bien au-delà de la simple conquête du point le plus élevé de la planète, il visait également à rejoindre le prestigieux Seven Summit Club. Cette distinction exclusive était réservée à ces rares aventuriers qui avaient réussi à conquérir les sommets les plus élevés de chacun des 7 continents. Cependant, le parcours de Christopher n'était pas une simple promenade de santé. Il nécessitait des années de formation rigoureuse et d'expérience pour naviguer sur les sommets traîtres du monde. Pourtant, il n'était pas un novice. Il était un grimpeur en forme et aguerri. Aux côtés de son groupe, il dégageait une confiance inébranlable, convaincu qu'il parviendrait à atteindre le sommet de l'Everest. L'ascension se déroulait sans encombre. Le groupe de Christopher, profitant de la favorable saison de grimpe printanière, progressait vers le sommet de la montagne dans des conditions météorologiques presque idéales.
Avant d'entreprendre la dernière étape de leur voyage, ils firent une pause au camp 4, le dernier camp avant l'ascension difficile vers le sommet. Un camp situé au sein de la redoutable zone de mort de la montagne. Perché à environ 26 000 pieds, 7 925 mètres, au-dessus du niveau de la mer, le camp 4 offrait des conditions difficiles, caractérisées par de faibles niveaux d'oxygène, un froid extrême et un terrain traître. Le recours à l'oxygène était crucial à cette altitude, constituant une bouée de sauvetage pour les grimpeurs évoluant dans ces hauteurs périlleuses. Le camp 4 représentait un point charnière dans l'ascension de l'Everest, signalant la transition vers la zone de mort, où les niveaux d'oxygène chutaient dangereusement bas, exposant les grimpeurs à des risques accrus de maladies liées à l'altitude, d'engelures et d'autres conditions potentiellement mortelles. Des conditions menaçantes pour la vie allaient bientôt projeter leur ombre sombre sur Christopher. Suite à leur séjour au camp 4, le groupe de Christopher reçut le feu vert pour s'attaquer au dernier défi, conquérir le sommet. L'ascension se révéla épuisante, mettant à l'épreuve le courage de Christopher face aux éléments impitoyables. Son corps ressentait la tension provoquée par le terrain et les conditions climatiques, l'atmosphère raréfiée pesant sur sa respiration. Malgré la fatigue qui menaçait de le submerger, Christopher persévérait, déterminé à atteindre le sommet tant désiré. Au sommet, le triomphe du groupe était total. Christopher assista à la montée du soleil au sommet du mont, un moment gravé profondément dans son esprit d'aventurier. Cependant, ce moment de gloire était destiné à être de courte durée. Une légère inquiétude s'empara de Christopher alors que le groupe redescendait du sommet. Sa respiration devint difficile, comme s'il essayait de respirer à travers une paille étroite. Ses compagnons expérimentés remarquèrent sa détresse et l'inquiétude se lisait sur leur visage. Soudain, sans avertissement, Christopher perdit connaissance. Initialement, le groupe attribua son état à la maladie de l'altitude, mais ils réalisèrent rapidement qu'il faisait face à un adversaire plus redoutable. Les pentes vertigineuses de l'Everest avaient réclamé une autre âme aventurière. La révélation qui suivit fut à la fois surprenante et sombre. La mort prématurée de Christopher n'était pas liée à la maladie de l'altitude. Au lieu de cela, il avait subi un arrêt cardiaque en redescendant du sommet. La montagne, indifférente aux conquêtes et aux rêves, avait affirmé son autorité de manière tragique. Malgré cette perte, la famille de Christopher trouva du réconfort dans le fait qu'il avait rencontré sa fin en pratiquant ce qu'il aimait. Grimpeur dans l'âme, il avait relevé le défi ultime et quitté ce monde depuis les hauteurs qu'il chérissait tant. Son héritage, gravé dans les vents qui balayaient l'Everest, serait à jamais lié à cette montagne qu'il avait mise à l'épreuve et qu'il avait finalement réclamée. Histoire 5. Kuriki se tenait seul sur le sommet glacé du Denali, tandis que le vent hurlait autour de lui comme si la nature elle-même testait les limites de sa résilience et de sa détermination. C'était l'année 2004 et il venait tout juste de conquérir le plus haut sommet d'Amérique du Nord, un exploit qui marquait un tournant singulier dans son aventure. Il ignorait alors que cette victoire serait le début d'un parcours tumultueux, un véritable tourbillon d'événements qui le propulserait d'abord sous les feux de la rampe, puis dans la controverse et finalement dans les bras implacables de la plus haute montagne du monde. En 2005, l'étoile de Kuriki continuait à briller intensément. Les sommets de la Concagua, de l'Elbrus et du Kilimandjaro tombèrent sous ses pieds déterminés, un témoignage de sa volonté indéfectible. Le monde de l'alpinisme commençait à prêter attention à cette figure discrète, mais dont le cœur était aussi immense que les sommets qu'il escaladait avec tant de passion. L'année 2007 fut marquée par la conquête de Cho-Oyu et du massif Vinson, un accomplissement qui lui valut une place parmi les élites de l'alpinisme. Ses réussites furent immortalisées dans un documentaire télévisé, le propulsant vers la célébrité et augmentant considérablement sa popularité. Avec cette reconnaissance fraîchement acquise, il profita de son statut pour obtenir des dons et des parrainages pour ses expéditions internationales, réalisant ainsi des rêves qui semblaient auparavant impossibles à atteindre. Cependant, à mesure que Kuriki gravissait les échelons de la renommée, les controverses qui l'entouraient ne cessaient d'augmenter. Des allégations douteuses concernant des ascensions en solo, de style alpin sans oxygène complémentaire, jetèrent une ombre sur ses réalisations. Des doutes furent soulevés quant à son indépendance, avec des révélations concernant sa dépendance à des guides et des cordes fixes. Les contradictions dans ses affirmations de solo, notamment sur Kilimandjaro, où un guide est requis, alimentèrent le scepticisme au sein de la communauté alpiniste. Malgré ses succès, Kuriki dut faire face à de nombreux défis et échecs. Des tentatives infructueuses sur l'Everest, l'Annapurna et le Shishapangma ternirent son palmarès déjà impressionnant.
Des choix controversés dans la planification, avec des horaires précipités, enterrent ses expéditions. L'échec de sa tentative sur l'Everest en 2009, dû à la fatigue et au mal de l'altitude, posa les bases de revers encore plus importants à venir. L'année 2012 s'avéra être un tournant dans la vie de Kuriki. Des engelures et des erreurs commises lors de sa tentative sur le Shishapangma entraînèrent la perte définitive de 9 de ses doigts. Pourtant, indomptable, il fit son retour en 2014 avec une ascension réussie du Broad Peak, une autre étape importante de son parcours. Cependant, des échecs subséquents en 2015, 2016 et 2017 transformèrent Internet en une arène impitoyable de moqueries. Au milieu de ce flot de ridicule, Kuriki nourrit une détermination farouche de retrouver sa gloire d'antan. En 2018, il entreprit un voyage périlleux, une 8e ascension difficile de l'Everest par la face sud-ouest, promettant cette fois de le faire sans oxygène complémentaire. Cette face sud-ouest était un itinéraire moins fréquenté, nécessitant une habileté et un courage exceptionnels. Cependant, les grandes aspirations de Kuriki se heurtèrent à une diminution de ses admirateurs, sponsors et fonds pour ses expéditions. La chute de sa renommée avait été brutale, mais il affronta ce défi avec la détermination calme qui avait toujours caractérisé sa carrière. Le 21 mai 2018 marqua le début de la tentative fatidique de Kuriki. Alors qu'il grimpait la face sud-ouest, le monde entier retenait son souffle, attentif à son parcours. L'explorateur autrefois jovial se trouvait désormais sur des pentes traîtresses avec un soutien réduit et des risques accrus. Kuriki était devenu une figure solitaire sur la vaste toile impitoyable de l'Everest. Tôt dans sa tentative, la maladie frappa, entraînant des retards inattendus. C'était un cruel retournement de situation. Un rappel de la nature imprévisible des efforts en haute altitude. Une maladie grave s'abattit sur Kuriki alors qu'il campait à 7400 mètres d'altitude. Il envoya un message radio à ses guides de montagne depuis le camp 3, suppliant de l'aide. Alors que l'équipe montait vers le camp 3, le réseau radio se déconnecta dans l'obscurité glaciale. Il était devenu impossible de localiser Kuriki dans la nuit, perdu dans l'immensité de la montagne. Les guides devaient faire face au défi implacable de la nuit sur l'Everest. Un vide glacé où la survie ne tenait qu'à un fil, souvent dicté par la nécessité de prendre des décisions rapides et par la chance qui se fait rare à ces altitudes. Chaque pas dans l'obscurité représentait un risque supplémentaire où la moindre erreur pouvait devenir fatale. Kuriki, luttant contre ses propres démons intérieurs et extérieurs, chuta dans un ravin escarpé alors qu'il tentait de traverser des pentes vertigineuses dans l'obscurité totale. La montagne, silencieuse et indifférente aux épreuves humaines, avait une fois de plus réclamé une vie. Il succomba à ses blessures et à l'étreinte implacable du froid intense, emporté par une hypothermie fatale. Ces derniers instants, empreints d'une solitude glaçante, demeurent un témoignage poignant de la quête infinie et souvent insensée de l'ambition humaine face aux forces incontrôlables de la nature. La nouvelle du sort tragique de Kuriki provoqua une onde de choc dans toute la communauté alpiniste et bien au-delà, éveillant non seulement une profonde tristesse, mais aussi une réflexion sur les risques immenses que l'on court en poursuivant des rêves aussi périlleux. Son corps fut retrouvé le lendemain à 7200 mètres d'altitude, près du camp 2. Les vestiges d'un rêve reposaient éparpillés sur les pentes impitoyables de l'Everest. Les émotions contradictoires au Japon reflétèrent l'héritage complexe que Kuriki laissa derrière lui. Peu savaient qu'il tentait une nouvelle ascension de l'Everest et l'annonce de sa mort apporta tristesse, réflexion et une reconnaissance des dangers inhérents à la poursuite de tels objectifs élevés. Le parcours de Kuriki, des sommets de triomphe aux profondeurs de la controverse et de la tragédie, était un témoignage de la nature imprévisible de l'alpinisme. Les montagnes, aussi majestueuses et inspirantes me soient-elles, exigent respect et résilience. L'histoire de Kuriki est un rappel poignant que même les grimpeurs les plus chevronnés ne sont pas à l'abri des dangers qui guettent sur les plus hauts sommets du monde.